2 chiffres ont suffi à fissurer le calme, mais personne ne s'y attendait vraiment ce soir-là à Ouagadougou. En quelques heures, la promesse d'un ciel sécurisé s'est transformée en rumeur persistante de drones occidentaux prêts à tester non seulement l'espace aérien, mais la fierté du Burkina Faso. Que signifie, pour ceux qui suivent Ibrahim Traoré et pour tous les Africains, le jour où des machines étrangères décident de survoler une capitale qui se dit désormais souveraine? Et si ce grondement lointain était en réalité le début d'un nouvel ordre pour tout le Sahel, ce qui se joue désormais dépasse largement une simple rumeur militaire. C'est l'affrontement frontal entre un pays qui revendique sa souveraineté et un bloc occidental habitué à fixer les règles du jeu. Pour le spectateur, l'enjeu central est clair. Comprendre comment un chef d'État jeune, contesté et célébré à la fois, peut transformer une crise aérienne en test décisif pour tout le Sahel. Bénéfice: saisir la mécanique du pouvoir dans une zone où chaque décision pèse lourd. Derrière les discours, les chiffres et les tensions diplomatiques, une question plane. Jusqu'où peut aller un pays isolé, mais convaincu de défendre son honneur? Le micro-hook surgit là. Si un simple bruit de drone peut bousculer un équilibre régional fragile, que produira alors la prochaine escalade annoncée dans les capitales occidentales? Et que restera-t-il de la marge de manœuvre burkinabé, déjà comprimée entre les groupes armés, les alliances mouvantes et le spectre d'une guerre par procuration? La révélation apparaît dès les premières heures. Loin d'être une rumeur marginale, l'écho des drones potentiels circule dans les chancelleries, et l'avertissement interne évoque déjà une intervention technique susceptible de modifier l'équilibre du Sahel. La seconde révélation suit immédiatement. Plus de 5000 personnes s'étaient déjà rassemblées des mois plus tôt pour soutenir la ligne souverainiste de Ouagadougou, preuve que chaque signal venu de l'extérieur rencontre aujourd'hui un terrain hautement inflammable. Dans ce contexte, la figure centrale du pouvoir burkinabé évolue dans un espace où chaque geste se charge d'une portée régionale. L'arrivée d'Ibrahim Traoré en 2022, à seulement 34 ans, n'a pas été un simple changement de leadership. Elle a opéré un renversement complet de la matrice géopolitique du Sahel. En expulsant les forces françaises et en suspendant plusieurs dispositifs soutenus par l'Occident, il a ouvert une séquence où les lignes d'influence commencent à se redessiner. Pour ses partisans, cette bascule marque une libération. Pour ses détracteurs, elle ouvre la voie à une confrontation dangereuse. Parallèlement, la région traverse une instabilité croissante. Les groupes djihadistes profitent des failles sécuritaires, renforçant leur implantation dans plusieurs zones frontalières, tandis que les capitales occidentales dénoncent une approche chaotique. Pourtant, le message transmis depuis Ouagadougou reste constant: défendre l'air, la terre et la décision politique du pays face à toute pression extérieure. Lorsqu'Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement à la population, sous un soleil brûlant, il inscrit son action dans la continuité d'un imaginaire panafricain longtemps alimenté par des figures comme Thomas Sankara, dont le destin tragique demeure un repère lourd de sens pour les Burkinabés. Ainsi, le contexte immédiat forme une chaîne serrée: tensions aériennes, mémoire historique, recomposition des alliances, montée des menaces internes. Comprendre cette séquence, c'est saisir comment une simple alerte peut devenir l'étincelle qui clarifie ou fracture tout un paysage politique déjà saturé. Dans cette séquence tendue, la figure qui guide la lecture des événements reste celle d'un dirigeant dont chaque prise de parole structure la perception publique. Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir dans un contexte d'urgence sécuritaire, n'apparaît pas seulement comme le détenteur de l'autorité militaire, mais comme celui qui porte, pour une génération entière, l'idée d'une souveraineté enfin incarnée. Son uniforme, ses interventions directes et sa rhétorique sans détour servent de boussole dans un environnement où les repères traditionnels s'effritent. Le premier mini-cas se joue au niveau populaire. Lorsque les rumeurs d'incursions aériennes se sont diffusées, les quartiers de Ouagadougou ont réagi avant même que les institutions ne s'expriment. Des groupes de jeunes, souvent déjà mobilisés lors des rassemblements pro-souveraineté, ont interprété le signal comme une provocation ouverte. Pour eux, la posture de Traoré ne relève pas seulement de la communication. Elle constitue une ligne de défense symbolique contre la répétition des ingérences passées,
encore présente dans les mémoires. Le second mini-cas concerne l'appareil sécuritaire. Après l'expulsion des forces étrangères, plusieurs unités burkinabées ont dû assumer des responsabilités autrefois partagées avec des partenaires internationaux. Cette redistribution a rendu chaque alerte plus lourde à porter. Une intrusion, même hypothétique, réactive la question de la capacité nationale à protéger le territoire. Dans ces cercles, la fermeté du discours présidentiel fonctionne comme un rappel des objectifs premiers du changement de 2022. Tenir même isolé pour réaffirmer la maîtrise du pays sur ses frontières et son ciel. Et dans ce contexte, une question s'impose, serrée, inévitable. Qui protège la souveraineté quand tout vacille ? Tout commence par un signal ténu, presque anodin, une rumeur de survol imminent, de drones occidentaux, portée d'abord par quelques messages dispersés, puis amplifiée à mesure qu'elle circule dans les réseaux diplomatiques et sécuritaires. Ce trigger semble d'abord abstrait, mais il réactive une longue histoire de tensions entre le Burkina Faso et ses anciens partenaires. Dans les heures qui suivent, ce bruit d'interférence aérienne devient un marqueur rappelant aux autorités la fragilité du nouvel ordre qu'elles tentent de bâtir depuis 2022. Et comme souvent dans les situations de forte pression, ce premier signe agit comme un révélateur. La souveraineté proclamée peut-elle réellement résister à l'épreuve de la projection de puissances étrangères ? La montée vers le climax s'opère rapidement. Ibrahim Traoré prend la décision qui scelle l'instant. Au lieu d'opter pour une réponse diplomatique classique, il s'adresse directement à la population. Sous un soleil écrasant, en uniforme, il déclare que le Burkina Faso n'est pas une colonie et que si des drones franchissent le ciel souverain, ils trouveront le pays debout. Ce moment, relayé en boucle, crée une onde de choc bien au-delà d'Ouagadougou. Pour les Burkinabés, habitués à voir leurs dirigeants parler d'abord aux chancelleries occidentales, cette inversion du protocole résonne comme une rupture majeure. Pour les gouvernements occidentaux, c'est un signe supplémentaire d'un virage jugé imprévisible. Pour les jeunes Africains connectés, c'est une scène fondatrice, un dirigeant du Sahel qui répond frontalement, sans détour, à ce qui est perçu comme une menace extérieure. Le climax atteint son sommet lorsque la déclaration devient virale et que le spectre de Thomas Sankara ressurgit. Dans de nombreux commentaires, on compare la posture présidentielle au ton révolutionnaire des années 1980. Mais cette comparaison s'accompagne d'une inquiétude. La mémoire de Sankara reste hantée par la trahison, la pression internationale et l'assassinat. La question implicite, survivra-t-il à sa propre révolution, se mêle au vent brûlant du moment. Le message présidentiel, loin d'apaiser, nourrit la tension. L'Occident perçoit une provocation, une partie des États voisins s'inquiète de la dynamique sécuritaire et les groupes djihadistes observent l'ouverture d'une nouvelle ligne de fracture exploitable. Puis vient l'aftershock, plus lent, plus profond. Une fois l'écho du discours dissipé, la réalité géopolitique reprend sa place. Les relations du Burkina Faso avec l'Occident, déjà tendues depuis l'expulsion des troupes françaises, se crispent davantage. Les critiques sur une rupture dangereuse se multiplient. Les accords militaires sont revus, les aides humanitaires diminuent et le pays se retrouve davantage dépendant de nouveaux partenaires comme la Russie, dont l'engagement, estimé à des centaines de millions de dollars, suscite à la fois espoir et inquiétude. Sur le terrain, les groupes djihadistes profitent du vide laissé par les anciennes missions de sécurité et intensifient leurs attaques. Chaque semaine, de nouveaux incidents rappellent que l'instabilité n'a pas reculé. L'onde de choc la plus marquante, pourtant, ne se situait ni au niveau diplomatique ni au niveau militaire. Elle réside dans la société burkinabé elle-même. La population, galvanisée mais épuisée, oscille entre la fierté d'une souveraineté réaffirmée et l'inquiétude face aux conséquences quotidiennes. Incertitude économique, hausse des violences, isolement international, pression frontalière. Le pays avance, tendu entre convictions identitaires et risques systémiques. Le passage au quantitatif révèle l'ampleur réelle des transformations déclenchées depuis 2022, car les données disponibles décrivent une trajectoire faite de gains symboliques, de tensions accrues et d'effets secondaires parfois inattendus. Le premier chiffre, 65% de soutien populaire mesuré après l'expulsion des troupes françaises, constitue la baseline essentielle pour comprendre l'évolution du rapport entre institutions et population.
Ce pic de légitimité s'explique par une attente ancienne de rupture, nourrie pendant des années par la frustration envers les dispositifs sécuritaires pilotés de l'extérieur. Ce niveau reflète un besoin collectif d'affirmation nationale profond et encore inassouvi. À partir de ce socle, la dynamique se renforce dans la rue. Le second chiffre, plus de 5000 manifestants réunis en octobre 2022, marque le delta social qui transforme une orientation stratégique en mobilisation de masse. Cette participation inhabituelle, portée par des jeunes souvent exclus des circuits politiques traditionnels, indique que la souveraineté n'est plus un simple discours, mais un vecteur de cohésion collective. Ce volume témoigne d'un basculement émotionnel massif vers la défense du territoire national. Le troisième chiffre ouvre un autre pan de la réalité, l'augmentation de 30% des victimes civiles en 2023, malgré les déclarations de fermeté et les investissements militaires. Ce delta négatif rappelle que la souveraineté revendiquée ne neutralise pas automatiquement les groupes djihadistes, qui ont profité du retrait des forces étrangères pour se repositionner dans plusieurs zones frontalières. Cette hausse indique une menace persistante qui dépasse la seule dimension politique. À partir de ces données, une image graduée apparaît, faite de cercles superposés. Sur le plan sociopolitique, la montée du soutien initial montre que Ibrahim Traoré a su capter un imaginaire panafricain en sommeil, combinant rejet des ingérences extérieures et aspiration à la dignité nationale. Sur le plan territorial, la mobilisation de dizaines de milliers de personnes illustre une volonté de tenir la ligne souverainiste, quelle qu'en soit la difficulté. Sur le plan sécuritaire, en revanche, l'augmentation des violences démontre que la redistribution du pouvoir dans le Sahel ne s'accompagne pas automatiquement d'un recul des menaces. À ces effets s'ajoute une donnée structurelle. La réduction de 40% de l'aide occidentale, qui n'est pas comptée ici comme un quatrième chiffre officiel, mais comme un indicateur transversal pesant sur tout le système. Cette contraction, mentionnée explicitement par plusieurs acteurs internationaux, a obligé l'État burkinabé à recomposer ses partenariats et à intensifier ses liens avec la Russie, notamment via des accords militaires estimés à environ 800 millions de dollars sur 3 ans. Si ces montants ne constituent pas des preuves de stabilisation, ils montrent toutefois que le pays s'inscrit dans un cycle de redéfinition stratégique rapide. Dans cette logique baseline delta, la courbe d'ensemble montre une tension permanente. Chaque gain symbolique génère un coût opérationnel. Chaque mobilisation populaire amplifie les attentes. Chaque rupture avec l'Occident élargit les dépendances possibles envers d'autres puissances. Et au centre de cette équation, un pays tente de maintenir l'équilibre alors que le terrain se dérobe sous ses pieds. C'est ici que le doute s'installe. Peut-on soutenir une ligne souverainiste sans creuser les failles internes ? Deux visions s'affrontent aujourd'hui autour de la politique menée par le Burkina Faso, et chacune s'appuie sur des arguments solides qu'il faut examiner sans passion pour comprendre la dynamique réelle à l'œuvre. Le premier argument, celui des partisans de la ligne souverainiste, repose sur une conviction simple. La présence militaire étrangère, surtout française, a coïncidé avec une aggravation du djihadisme dans le Sahel. Pour eux, l'ingérence prolongée n'a pas renforcé la sécurité, elle l'a fragmentée. Les chiffres cités dans les cercles pro-souveraineté soulignent que malgré des années d'opérations extérieures, les attaques se sont multipliées, les groupes armés se sont implantés durablement et les populations ont continué de payer le prix fort. Le geste de rupture porté par les autorités burkinabées apparaît donc comme une clarification. En expulsant les forces étrangères, en mettant fin aux accords de sécurité hérités d'une longue période d'influence occidentale, le pays reprend le contrôle de sa stratégie. Dans cette perspective, l'orientation vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie, n'est pas une dépendance, mais une diversification nécessaire pour sortir d'un cycle jugé inefficace. Mais l'argument inverse mérite tout autant d'être entendu. Pour les critiques, rompre brutalement avec l'Occident risque d'isoler dangereusement un pays déjà fragilisé. Plusieurs analystes estiment que la montée de l'influence russe, notamment via des accords militaires évalués à environ 800 millions de dollars, pourrait simplement remplacer une domination par une autre. Ils soulignent également que la violence sur le terrain a augmenté, les attaques djihadistes, loin de reculer, se sont intensifiées, avec une hausse de 30% des victimes civiles en 2023.
Pour eux, cette trajectoire montre que la souveraineté politique ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un renforcement réel des capacités internes, faute de quoi le pays risque de s'enfoncer dans un cycle de militarisation sans stabilisation. La réponse à ces deux visions contradictoires se trouve dans les données elles-mêmes. Les gains symboliques sont incontestables, la mobilisation populaire est massive, mais les risques sécuritaires restent persistants. La souveraineté n'est pas la fin du combat, elle n'en est que la première ligne. Un seuil vient d'être franchi. À ce stade, l'enjeu n'est plus seulement de savoir si des drones occidentaux survoleront un jour le ciel burkinabé. Il s'agit de comprendre comment cette possibilité a déjà reconfiguré l'équilibre des forces dans le Sahel. Le midpoint intervient précisément ici, dans la prise de conscience que la confrontation ne se joue plus uniquement entre États et puissances extérieures, mais au sein même des sociétés africaines. L'épisode a fait émerger une fracture nouvelle. D'un côté, ceux qui voient dans la fermeté d'Ibrahim Traoré la continuité d'une lutte historique pour l'indépendance, de l'autre, ceux qui redoutent que ce bras de fer n'ouvre la voie à une spirale sécuritaire difficile à maîtriser. La coupe transversale qui change la perspective apparaît dans les réactions des pays voisins. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans leur propre rupture avec la France, observent l'évolution burkinabé comme un test grandeur nature. Si le Burkina Faso tient, leur trajectoire sera consolidée. S'ils vacillent, leur marche politique s'effondrera. Cette mise en miroir transforme une rumeur en levier géopolitique majeur, révélant que l'avenir du Sahel dépend désormais moins des capitales occidentales que de la capacité des États sahéliens à maintenir une ligne commune. Et dans cette zone intermédiaire, tout devient incertain. Ce milieu du récit n'est plus une pause, mais un basculement. Les répercussions concrètes de cette séquence se répartissent aujourd'hui en 4 zones distinctes, chacune révélant une facette de la transformation en cours au Burkina Faso et dans l'ensemble du Sahel. Loin des déclarations, ces effets dessinent la matérialité d'un choix politique assumé mais profondément risqué. Sur le plan national, sur le plan interne, le premier impact est psychologique. La réaction présidentielle face aux rumeurs de drones a consolidé l'idée d'un État prêt à se défendre coûte que coûte. Cette posture, relayée dans les quartiers de Ouagadougou, nourrit un sentiment de dignité retrouvée, déjà perceptible lors des rassemblements qui avaient mobilisé plus de 50 000 personnes en 2022. Mais cette dynamique se heurte aux réalités du quotidien. L'économie subit les conséquences de la réduction de 40% de l'aide occidentale, ce qui fragilise les programmes sociaux et les infrastructures essentielles. Le pays progresse symboliquement, mais avance matériellement sur une ligne étroite. Sur le plan diplomatique, sur le front extérieur, l'effet domino se ressent immédiatement. Les relations avec l'Occident, déjà tendues, glissent vers une lecture ouvertement conflictuelle. Les déclarations de fermeté sont interprétées comme des provocations, tandis que les capitales occidentales dénoncent une dérive stratégique. Dans le même temps, le rapprochement avec la Russie s'accélère. Accords militaires, soutien économique, présence d'experts liés au réseau de sécurité russe. Les critiques voient dans cette orientation une dépendance nouvelle. Les partisans y voient un rééquilibrage indispensable. Dans tous les cas, le pays quitte progressivement les anciens cadres diplomatiques qui structuraient la région depuis des décennies. Au niveau géopolitique régional, la transformation la plus visible apparaît au niveau régional. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans une dynamique d'affirmation souverainiste, observent chaque geste du Burkina Faso comme un indicateur de faisabilité. L'effet miroir est puissant. Si Ouagadougou continue de tenir sa ligne, leur propre trajectoire se renforce. Si le Burkina s'effondre, la stratégie régionale de rupture sera immédiatement fragilisée. Mais c'est surtout la progression des groupes djihadistes qui redessine le terrain. Malgré les efforts militaires et les investissements, notamment les systèmes anti-aériens modernisés, les attaques ont augmenté de 30% en 2023. Cette recrudescence crée une pression permanente sur les frontières, alimentant la crainte d'un embrasement régional prolongé. Sur le plan socio-économique, sur le plan social, l'impact est double. D'un côté, une fierté identitaire s'est installée, soutenue par les discours présidentiels et par la perception qu'Ibrahim Traoré rompt avec un passé d'ingérence. De l'autre, les communautés locales subissant les contre-coups des violences djihadistes, de l'insécurité alimentaire
et des perturbations économiques. Les investissements russes ne compensent pas encore la perte de certains financements occidentaux, et les zones rurales restent les plus vulnérables. La souveraineté inspire, mais elle ne nourrit pas. À travers ces 4 strates, une réalité se confirme. Chaque décision façonne simultanément la fierté, le risque, l'isolement et la recomposition régionale. Rien n'est linéaire et tout pèse. Les prochains mois formeront un couloir étroit où chaque décision du Burkina Faso pourra amplifier ou atténuer la dynamique enclenchée depuis 2022. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur de conséquences profondes pour le pays et pour l'équilibre du Sahel. Scénario de base, stabilisation fragile. Dans cette trajectoire médiane, Ouagadougou parvient à maintenir un niveau minimal de sécurité intérieure tout en consolidant ses alliances alternatives. Les accords déjà conclus avec la Russie se traduisent par un soutien technique et militaire plus constant, sans pour autant garantir un recul net des groupes djihadistes. Les violences restent présentes, mais leur rythme se stabilise autour d'un seuil déjà élevé. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso ne renoue pas réellement avec l'Occident, mais évite une escalade ouverte. L'État reste sous tension, avançant entre adaptation et résistance. Scénario optimiste, consolidation souverainiste. Dans ce cas de figure, les efforts de restructuration sécuritaire commencent à produire des effets tangibles. Les unités anti-drones modernisées, les appuis extérieurs nouvellement acquis et la mobilisation populaire, observée dès les rassemblements massifs de 2022, convergent pour réduire la pression terroriste sur plusieurs zones clés. Les partenaires alternatifs renforcent leurs investissements, permettant au pays de compenser partiellement la réduction de 40% de l'aide occidentale. Les signes de reprise économique demeurent modestes, mais la perception d'un État plus autonome se consolide. Cette trajectoire renforcerait la position régionale du Burkina Faso et encouragerait d'autres pays du Sahel à suivre une ligne similaire. Scénario pessimiste, spirale de guerre prolongée. Ici, les tensions actuelles s'aggravent. La hausse de 30% des victimes civiles observées en 2023 se prolonge ou s'accélère. Tandis que les groupes djihadistes exploitent la désorganisation persistante du dispositif sécuritaire. L'isolement diplomatique s'intensifie et les ruptures avec l'Occident débouchent sur des restrictions économiques supplémentaires. Les alliances alternatives ne suffisent plus à compenser les pertes, créant un effet d'étouffement institutionnel. Le pays se retrouve pris dans une double pression, extérieure par les menaces régionales et intérieure par la fragilisation socio-économique. À travers ces 3 scénarios, une recommandation s'impose. Pensez en termes de résilience plutôt qu'en termes de victoire. Aucun chemin n'offre de solution immédiate. Tous exigent une capacité à absorber les chocs et à maintenir un cap stratégique malgré les fluctuations. Au-delà des équilibres géopolitiques, cette crise touche directement 3 cercles de public dont les préoccupations diffèrent, mais dont les trajectoires s'entrecroisent. Chacun vit la séquence selon ses propres vulnérabilités, ses attentes et sa capacité à supporter les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur le Burkina Faso. Pour ce premier groupe, les citadins exposés. Dans les grandes villes, notamment à Ouagadougou, la situation se traduit par un paradoxe quotidien. D'un côté, le discours souverainiste a ravivé un sentiment de dignité, déjà visible lorsque des dizaines de milliers de personnes s'étaient mobilisées en 2022. De l'autre, la réduction de l'aide occidentale et la dégradation sécuritaire poussent les ménages à composer avec des conditions économiques plus tendues. Les habitants oscillent entre fierté politique et anxiété matérielle. Pour le second groupe, les zones rurales fragilisées. Dans les régions éloignées où les groupes djihadistes restent actifs, la confrontation entre puissance extérieure et choix souverainistes n'apparaît pas comme un débat conceptuel. Ici, ce sont les conséquences immédiates qui comptent. Accès restreint au marché, violences plus fréquentes, infrastructures limitées. Ces communautés ressentent fortement les contre-coups de la baisse des financements internationaux, alors même qu'elles sont en première ligne face aux menaces armées. Pour le troisième groupe, la jeunesse panafricaine connectée. Sur les réseaux sociaux, une autre dynamique se joue. La figure du Burkina Faso devient un symbole, celui d'un pays qui refuse la tutelle extérieure. Pour la jeunesse africaine, cette posture représente un récit mobilisateur, mais elle suscite aussi des interrogations.
Jusqu'où un État peut-il aller pour défendre son autonomie sans fragiliser son tissu social? Quels sacrifices accepte-t-on d'endosser au nom de la souveraineté? Ainsi, chaque groupe, selon ses priorités, lit cette séquence comme un mélange d'espoir, de risques et d'exigences nouvelles. Face à l'enchevêtrement des pressions sécuritaires, diplomatiques et sociales, la question n'est plus seulement de décrire la situation, mais d'identifier un chemin viable pour éviter que le Burkina Faso ne bascule davantage dans l'instabilité. Une feuille de route réaliste doit articuler souveraineté affirmée et consolidation interne sans projeter de solution miracle. Elle s'organise autour de 5 étapes cohérentes déjà esquissées dans les décisions gouvernementales récentes. Réancrer la gouvernance dans la légitimité interne. Le renforcement de l'état de droit, en particulier à travers des mécanismes de transparence et de lutte contre la corruption, constitue la première pierre. Sans institutions solides, aucune stratégie sécuritaire ou diplomatique ne peut s'inscrire dans la durée. La population, dont la mobilisation a déjà été massive, doit percevoir que la souveraineté promise se traduit en justice tangible. Consolider les capacités militaires nationales, les investissements dans les systèmes anti-drones et dans la modernisation des unités de défense doivent être accompagnés d'un effort de formation interne pour éviter une dépendance excessive à tout partenaire extérieur. L'objectif n'est pas d'accumuler du matériel, mais de bâtir une autonomie stratégique progressive. Diversifier les partenariats internationaux. L'ouverture vers la Russie a changé la donne, mais elle ne doit pas devenir exclusive. Le pays doit multiplier les canaux africains, asiatiques, multipolaires, afin de réduire le risque de remplacer une tutelle par une autre. Cette diversification doit être graduelle pour éviter des ruptures brusques supplémentaires. Structurer un plan de résilience économique. La baisse de 40% de l'aide occidentale impose de renforcer les secteurs locaux. Agriculture, infrastructures essentielles et industrie extractive. L'enjeu est de stabiliser les revenus internes pour limiter les fractures sociales. Activer la coopération panafricaine. Dans cette logique, le rôle d'Ibrahim Traoré est central. Bâtir des alliances régionales basées sur la réciprocité et la défense collective, afin que la souveraineté ne repose pas sur un seul pays, mais sur un ensemble soudé. Ces étapes ne garantissent pas la paix, mais elles ouvrent un couloir réaliste vers la stabilité. Ils étaient là, dans les rues brûlantes de Ouagadougou, ces mêmes jeunes dont le mouvement avait déjà servi de première boussole dans les moments décisifs. Leur présence, rappelant le mini-cas du début, renvoie à cette énergie brute qui avait traversé la ville lorsque les rumeurs de drones avaient commencé à se répandre. C'est ce motif, celui d'une foule debout avant même que les institutions ne s'expriment, qui revient aujourd'hui comme un fil rouge dans l'histoire récente du Burkina Faso. Au cœur de cette tension, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un chef d'État, mais comme le point de convergence entre la mémoire, la colère et l'espoir. Son uniforme, ses prises de parole directes, les gestes répétés devant la foule, autant de signes qui rappellent que la souveraineté, dans ce pays, n'est jamais un concept abstrait. Elle se vit dans le bruit, la poussière, la crainte et la détermination. Et pourtant, derrière cette fermeté, une question demeure. Jusqu'où ce peuple peut-il marcher sur une ligne aussi étroite entre dignité revendiquée et risque quotidien? À cet instant, la foule semble répondre d'elle-même, comme au premier jour, avancer même si le sol tremble encore. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Rien n'est fixé, rien n'est garanti, et chaque décision prise aujourd'hui façonnera l'espace dans lequel vivront les générations à venir. Le Burkina Faso avance entre tensions, aspirations et incertitudes, porté par un désir profond de souveraineté, mais confronté aux réalités d'un Sahel fracturé. Cette trajectoire, aussi risquée soit-elle, invite chacun à réfléchir à ce que signifie réellement choisir sa propre voie dans un monde où les influences se déplacent aussi vite que les menaces. C'est ici qu'intervient la dimension collective. Ce débat ne concerne pas seulement les institutions, mais tous ceux qui observent, soutiennent, critiquent ou espèrent. La souveraineté n'est pas un slogan, mais un chantier complexe qui exige lucidité, patience et capacité de dialogue. Alors, une question reste ouverte, et elle vous appartient désormais. Quelle voix, quel choix, quelle solidarité peuvent aider l'Afrique à écrire son propre récit sans subir celui des autres ?